Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous donner mon avis sur le premier tome de La fille de braise et de ronces de Rae Carson paru dans la collection R. Alors c'est vrai que j'ai quand même attendu pas mal de temps avant de lire ce premier tome. Je vous avoue que j'avais l'ancienne version, enfin l'ancienne version est ici, donc avec la première couverture et la couverture, ça me faisait pas envie du tout. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien cette couverture-ci. Moi, je fais partie de ceux qui n'aimaient pas du tout et je préfère largement les nouvelles couvertures qui ont été faites pour cette saga. Je trouve qu'elles sont vachement plus jolies. Voilà, donc ça c'était pour l'avis superficiel sur la couverture. Maintenant, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une saga fantasy qui présente donc Elisa. Elisa qui est la princesse d'Oroval et qui est vue par tous comme étant l'élu parce que le jour une sorte de baptême ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom exact de la cérémonie. Donc quand elle était bébé, eh bien il y a eu un ray de lumière qui est sorti de nulle part et qui a placé une pierre sacrée dans son nombril. Et donc des détenteurs de la pierre sacrée, il n'y en a que un en tous les 100 ans, qui sont choisis par le destin avec un grand D. Et donc Elisa est donc vue comme étant l'élu et bon, les années passent et elle a qu'à 16 ans, elle a toujours rien fait. Elle lézarde dans le palais de son père. Elle vit un petit peu dans l'ombre de sa sœur Alodia qui est vraiment dans les affaires du royaume. Elle s'empile de pâtisserie, elle est un petit peu ronde. Et donc le jour de son 16e anniversaire, son père, en ayant un petit peu marre de voir que sa fille ne fait rien et que son peuple est en train de s'énerver, de voir l'élu un petit peu désœuvré, eh bien va décider de la marier au roi Alejandro, qui est donc le roi du royaume voisin, royaume qui est en passe d'être envahi par les Invernés. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler, moi, les Invernés. Je trouve que c'est un joli mot. Pourquoi est-ce que je mets un « et » à la fin? Ne me le demande pas. Je trouve que c'est plus joli de dire Inverné que Inverneux. Voilà, donc il faut pas me demander, hein, c'est moi quoi. Ça arrive comme ça, je donne des noms bizarres aux gens, aux villes, et je suis en train de vérifier pour voir si c'est bien Inverné en fait, et si je vous raconte pas un petit peu des bobards, n'est-ce pas, alors... Oui, c'est bien Inverné, voilà. Donc moi j'ai décidé de l'appeler Inverné, donc si vous avez envie de dire Inverneux, mais vous dites Inverneux, moi je trouve que c'est plus joli de dire Inverné. Et donc le royaume d'Alejandro est donc sur le point d'être envahi par les Invernés. Et donc le père de Elisa va donc en gage de dot, on va dire, pour le mariage de sa fille, prêter des soldats de son armée pour mener à bien la guerre de Alejandro contre Invernés. Voilà. Une fois arrivée au palais d'Alejandro, eh bien la vie d'Elisa va pas être plus belle pour cela. Là, elle va se rendre compte qu'elle est un petit peu mise à l'écart de tout puisque son mari ne s'intéresse pas vraiment à elle et les gens n'ont pas l'air de la prendre au sérieux puisque de toute façon, ils ne savent même pas qu'elle a épousé Alejandro puisque celui-ci préfère pour le moment cacher son mariage avec la fille du roi d'Oroval. De plus, personne ne sait qu'elle est l'élue, mais bon, elle va quand même vouloir en apprendre plus sur sa destinée, elle va vouloir en apprendre plus sur l'histoire des pierres sacrées, enfin, elle va quand même prendre les choses en main parce qu'elle se rend compte que Invernés est tout près et que le danger qui est représenté par Invernés est tellement grand, eh bien qu'il faut qu'elle prenne un petit peu les choses en main. Voilà, il faut qu'elle s'accepte, il faut qu'elle accepte d'être l'élue et découvrir un petit peu ce que ça veut dire être l'élu. Voilà un petit peu le sujet de ce premier tome. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Eh bien, pour tout vous avouer, au début, j'étais pas très emballée. Déjà, il y avait un petit souci. J'ai lu donc la 4e de couverture et dans la 4e de couverture, il est bien précisé que Elisa donc a déçu les attentes de son peuple qui ne voit en elle qu'une jeune fille paresseuse, inutile et enveloppée. Et donc vous lisez ça et puis vous regardez la couverture et vous vous dites allô, quoi. Où est-ce que tu vois que la nana qui est sur la couverture, elle est enveloppée? Donc, je dois dire que le contraste entre cette couverture et ce que j'ai lu derrière, comme ça, pour commencer, ça m'a mis un
je ne sais pas, ça m'a mis une barrière mentale, quelque chose, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'on me sort que c'est une fille qui est ronde et que sur la couverture, on met une fille qui n'est pas ronde? Bon, maintenant, tout s'explique quand vous lisez le roman, mais quand vous entrez en matière, vous posez déjà cette première question-là, vous dites, c'est pas possible, ils ont encore mis une fille magnifique en couverture, et il nous parle d'une fille qui est enveloppée. Pour moi, il y avait vraiment un problème. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça m'a mis un petit frein dans ma lecture. Bon, le début, je l'ai trouvé un peu long aussi, de voir un petit peu cette histoire de fille de 16 ans qui serait une élue, qui aurait une pierre sacrée dans le nombril dont on ne sait strictement rien. Elle non plus d'ailleurs, elle ne sait pas trop ce que ça veut dire. On nous parle d'un mariage avec le roi Alejandro, qu'il y a une guerre contre Invierno. Enfin, on vous bombarde au départ de détails. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu perdue. Au début, en commençant le roman, je me dis mais où est-ce que je vais avec tous ces éléments alors qu'on sait rien en fait. Et puis la première partie passe, j'entame la deuxième partie du roman et là il se passe un truc, c'est que je me prends vraiment d'amitié pour Elisa. J'adhère à l'histoire, j'aime beaucoup ce qu'on me raconte et surtout j'adore voir cette héroïne évoluer. C'est vraiment une héroïne qu'on n'attend pas. C'est une héroïne, déjà c'est une fille normale qui est ronde, un peu comme moi quoi on va dire, hein, qui est ronde et qui pourtant elle n'a pas beaucoup confiance en elle, elle est complètement dépassée partout, elle pense qu'à côté de sa sœur elle ne vaut rien, enfin bref elle a une piètre opinion d'elle-même, on lui dit qu'elle est l'élue mais elle ne sait pas ce que ça veut dire et sincèrement elle pense que le destin il a dû se tromper quelque part parce qu'elle n'a pas du tout l'étoffe d'un héros, enfin bref elle a vraiment pas une belle image d'elle. Et puis elle va se retrouver dans un contexte où elle va être obligée de sortir de sa coquille et de faire des choses, de bouger un petit peu puisqu'elle va se prendre d'amitié pour les gens avec qui elle est et elle va montrer vraiment une volonté de vouloir les aider. Et de fait, elle va trouver des idées, elle va mettre en place des choses, on va la voir évoluer, la voir grandir et c'est vraiment un pur plaisir de voir cette héroïne s'affirmer, devenir une nana pleine de courage, qui ose, qui bouge et qui ne reste plus le cul sur une chaise en train de s'empiffrer de pâtisserie. Voilà, puisque c'est un petit peu le portrait qui est dressé d'elle au début du roman. Eh bien, on se rend vite compte qu'Elisa est beaucoup plus que ça et qu'une fois que le déclic est là, une fois qu'elle se met en route, eh bien, on peut plus l'arrêter. Ouais. C'est un peu un diesel, quoi. Vous voyez, elle est un peu lente au démarrage, mais une fois qu'elle est partie, on n'arrête plus. Et j'ai vraiment adoré voir cette héroïne s'affirmer, comme je le dis, grandir, mûrir, la voir prendre vraiment le pouvoir sur les gens autour d'elle, la voir tomber amoureuse, la voir pleurer, la voir s'endurcir aussi par rapport aux épreuves de la vie, la voir se prendre d'affection pour le fils d'Alejandro. Enfin bref, j'ai kiffé cette nana du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré cette héroïne et pour moi, elle est vraiment le point central de ce roman. Elle est vraiment, elle est vraiment ce qui m'a fait kiffer à fond l'histoire. Par rapport aux autres personnages, j'ai bien aimé tout son petit groupe avec qui elle évolue la plupart du roman. J'ai beaucoup aimé Cosmé, malgré que ce soit un personnage assez froid dans le récit. J'ai senti tout de suite que cette froideur, cette distance qu'elle mettait avec les gens, cette manière dure de leur parler, ça cachait aussi quelque chose. Et voilà, je me suis pris d'affection pour ce personnage. J'ai bien sûr apprécié le personnage d'Umberto. Le personnage d'Alejandro, par contre... j'ai pas du tout aimé le personnage du roi. Je trouvais que au début, on nous dit qu'il est beau et compagnie, donc ça a l'air d'être un roi qui a quand même une certaine envergure, mais on se rend compte que il sait pas prendre de décision, qu'il ne fait pas bouger les choses et qu'il est là comme plus un boulet qu'on traîne qu'autre chose. Donc j'ai pas vraiment apprécié le personnage du roi. Côté de l'intrigue, ça bouge pas mal, surtout à partir de la deuxième partie. La deuxième et la troisième partie, c'est vraiment, ça n'arrête pas, quoi. La première, un peu longuette, mais après, une fois qu'on est parti, c'est bon. On est vraiment dans l'histoire. Il y a des choses que j'ai pas du tout vu arriver. Il y a des choses qui m'ont vraiment surprise, qui m'ont un peu choquée parce qu'elles sont vraiment brutales. Le lecteur ne s'attend pas du tout à ce que l'auteur fasse de tels choix, donc évidemment ça surprend.
J'ai globalement aimé la mythologie. Il y a juste quelque chose qui est un petit peu redondant, c'est par rapport au destin, au fait qu'il y a toujours ces références au destin, qu'on prie le destin. J'ai lu dans une interview, je crois que c'était chez Francesca, une interview de Glenn, où il disait que dans le récit original, c'était de Dieu qu'on parlait et pas du destin, et qu'il avait changé donc Dieu en destin pour lui donner une connotation un peu moins religieuse. Et s'il voit cette vidéo, et je suis certaine qu'il regardera cette vidéo, eh bien... Glenn, je te dis merci. Merci tout simplement parce que si tu avais laissé les connotations à Dieu au lieu de mettre le destin, eh bien je pense que mon avis sur le livre aurait été vraiment opposé parce que je n'aime pas trop les références religieuses dans les récits. Là, il y a une mythologie, il y a pas une religion, mais quelque chose auquel les gens se raccrochent et auquel les gens croient. Mais je ne sais pas pourquoi, cette référence au destin, je l'ai trouvée mieux amenée, plus logique, mieux quoi. Bref, c'était mieux que si on avait laissé des références à Dieu. Globalement, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, à part un petit début longuet. Mais à côté de ça, j'ai vraiment apprécié le personnage d'Elisa. Pour moi, c'est vraiment elle la force du roman. Et sincèrement, je vais lire la suite, mais avec beaucoup de plaisir. Maintenant, en plus, j'ai les 2 tomes qui sont dans ma palle. C'était vraiment une très bonne mise en bouche pour un tome 1. Je trouvais qu'il y avait tout justement. Il y avait une mise en place qui se faisait, même si au début c'était un peu long et qu'on comprenait pas vraiment l'histoire des pierres sacrées et tout le ratatam qu'il y avait avec ça. Donc il y a une bonne mise en place. Il y a déjà de l'action dans ce tome 1. Enfin bref, il y a des choses qui se passent. C'est vraiment un très bon compromis entre justement le tome qui sert d'introduction, qui pourrait expliquer un petit peu tout, et déjà une amorce de ce qui va se passer après. Ici, on a déjà pas mal d'actions, il y a déjà eu des petits retournements que moi je n'attendais pas du tout. Enfin bref, je dois dire que je suis vraiment agréablement surprise par cette saga et il me tarde vraiment de lire le tome 2. Voilà, j'espère que cet avis vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!